refait le Mac, le podcast, chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, il y a quelque chose qui est dans l'air, qui s'est posé ici dans la rédaction de Tech TV. Regardez, l'iPad Air est arrivé, on va en parler dans un instant, mais avant, tout de suite, c'est le sommaire. L'iPad Air est arrivée, ultra légère, affinée, plus puissante. La dernière née des tablettes d'Apple est-elle redevenue la reine de la catégorie? Débat en compagnie de Florence Centraux du quotidien Metro News et de Johan Durier-Mise d'Europe 1 qui ont eu l'opportunité d'avoir en main le dernier iPad dès sa présentation la semaine dernière. Retour également sur les résultats financiers d'Apple qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et n'oubliez pas le concours organisé par notre partenaire Be Easy pour emporter l'une des 10 housses, le Littoral Folio pour iPad mini, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On refait le Mac, épisode 146, iPad Air, premier verdict. Et surtout, n'oubliez pas de répondre en fin d'émission à la question qui vous sera posée pour emporter l'une des 10 housses offertes par notre partenaire Busy. Soyez attentifs, la réponse vous sera donnée durant cette émission avec comme chroniqueur, ou plutôt comme chroniqueuse cette semaine dans la régie de Tech TV, Fanny Bouton de fannyparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier, ça va? Bon, ça va très bien. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac, c'est bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, Monsieur X il est grognon parce que Monsieur X il n'a pas d'internet chez lui depuis un mois. Et je te préviens tout de suite, ça va être mon coup de gueule et ça va parler de numéricable. Ouais, oh là là, très bien. Donc numéricable ne sera pas notre sponsor, mais c'est pas grave, on va donc les allumer ce soir. Autre chroniqueur en duplex depuis Skype, depuis la rédaction de Frandroid, il s'agit bien sûr d'Ulrich Rosier de Frandroid. Bonjour Ulrich, comment ça va? Bonjour Olivier, parfait. Alors tu es du côté obscur de la force ce soir, tu vas tenter un petit peu de ramener, de comparer les annonces qui ont été faites par Apple la semaine dernière, de comparer ce qu'on a là en plateau, à savoir cette magnifique tablette signée Apple, l'iPad Air, par rapport à l'état de l'art d'Android et de Windows. Sois attentif, on compte sur toi pour essayer d'un petit peu de calmer notre enthousiasme de fanboy de la première heure. À mes côtés également en plateau ici dans le studio de Tech TV, Florence Centraux du quotidien Métro. Bonjour Florence. Bonjour. Metro News par contre. Métro News, c'est beaucoup mieux, tu as raison, c'est plus long, s'il faut le dire. Métro News, retenez bien. Métro News a eu la chance, et tu as eu la chance d'avoir reçu l'iPad Air une semaine avant tout le monde. Ça fait une semaine que tu le testes dans un peu plus même maintenant. On ne le dira pas. Dans le plus grand secret, donc tu as le recul nécessaire pour porter un premier verdict. Donc on va écouter très attentivement ce que tu vas nous dire ce soir. Tu as pu tout tester, tout passer au crible. Autre invité ce soir dans le studio de Tech TV qui a eu la chance également d'avoir en main ce magnifique iPad Air. Il s'agit de Johan Durier-Mise de Europe1.fr et d'Europe 1 tout court également. Bonjour Johan. Bonsoir Olivier. Et je crois qu'Europe 1 aura la gentillesse de diffuser ce week-end On refait le Mac, c'est bien ça? Si vous êtes sage. Donc soyez attentifs et merci à ceux qui sont sur Europe1.fr ce soir et qui suivent l'émission. Fanny, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous donner déjà les gagnants de notre concours WD pour emporter l'un des 3 disques durs MyCloud offerts par WD? Mais bien sûr, alors on a 3 gagnants. Un du live qui a été tiré au sort, c'est The Ox 2. Ouais. Voilà. Après, sur le replay, on a aussi Akilorga et Matt Grella. On n'a pas Albator et Goldorak, tu es sûr? Et je suis désolée, c'est le tirage au sort et des fois c'est un peu dur. Voilà, donc les gens qui sont cités, ils sont gentils de m'envoyer leur adresse email, un email tout simplement à olivier@onrefaitlemacom avec leur adresse postale et bien sûr leur compte Twitter pour qu'on leur expédie leur cadeau offert par WD. Donc l'iPad Air, ça y est, il est là, on va en parler de suite. On l'a entendu longtemps pour l'avoir ici à Tech TV, mais ça y est, il est arrivé. Donc ça fait une semaine que tu l'as en main. Lorsqu'on le prend pour la première fois
poids en main, ce qui frappe Florence, c'est évidemment son poids. R, c'est pour léger. Ça, c'est vraiment une belle avancée de cet iPad Air. Ouais, c'est vraiment le truc qui marque le plus, même plus que la finesse, parce qu'il a été affiné. Mais vraiment le poids, on a l'impression en fait qu'il manque un truc. On se demande s'il y a la batterie ou si, je sais pas. On se demande vraiment s'il est complet parce que on gagne énormément de poids quand même. 28% plus léger que l'iPad 4 que tu as à côté de toi. On sent vraiment la différence, Johan, lorsqu'on l'a en main. Complètement, ça change beaucoup de choses et notamment au niveau de l'usage, on en reparlera, mais je pense qu'en termes de mobilité, ça change l'usage de l'iPad grand format. Oui, c'est vrai qu'il était un petit peu déprécié par rapport à l'iPad mini qui était beaucoup plus compact, mais on va en parler dans un instant. Ulrich, tu en penses quoi de cette légèreté? On en est où au niveau du côté d'Android et Windows, de ce côté-là? On sait que Phil Schiller a lourdement insisté comme pour l'iPad Air, la présentant comme la plus fine et la plus légère du marché. Est-ce que tu as vérifié les dires de Phil Schiller, notre ami Ulrich? Effectivement, c'est mince. On a la Samsung Galaxy Note 10.1 édition 2014. Le nom est assez long. Celle-ci, elle fait 7,9 mm et elle est en plastique. Oui, donc le plastique, c'est vrai qu'il a tendance à alléger. Là, on reste dans des matières entre guillemets nobles avec de l'aluminium. Tu parlais, Johan, un instant du fait que la légèreté, c'est important parce qu'elle redonne un intérêt à cette machine par rapport à l'iPad mini. Moi, personnellement, j'avais un peu délaissé l'iPad grand format par rapport à l'iPad mini parce qu'il était tout simplement plus léger. Est-ce que là, aujourd'hui, on va privilégier le grand format par rapport à l'iPad mini? C'est encore une fois une question d'usage, mais c'est vrai qu'on avait tendance, quand il y avait les deux machines à disposition, d'avoir une version plus sédentaire, l'iPad grand format, et l'iPad mini qui se glisse tellement facilement dans un sac, dans une pochette, qu'on avait tendance à l'emmener partout, malgré le fait que jusqu'ici, il n'y avait pas encore de Retina. Ouais, ça peut être un vrai boost pour Apple, pour essayer de redynamiser les ventes de l'iPad aujourd'hui, le fait qu'on ait retrouvé la légèreté et qu'on puisse vraiment l'apporter partout, parce qu'avant, ce n'était pas forcément évident. Je trouve que ça fait vraiment la différence, et même en usage, moi je l'ai utilisé chez moi, même pour lire le soir par exemple, ou pour jouer, au bout d'un moment, ça commençait à être un peu lourd avec l'iPad 4. Et là, je la tiens d'une main et on tient beaucoup plus longtemps comme ça sans ressentir vraiment de fatigue. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Après, est-ce qu'on va la sortir plus souvent? Je pense que oui. Est-ce que si on a les deux à la place un mini et celui-là, est-ce qu'on sort autant? Je pense pas quand même, parce que ça prend toujours un tout petit peu plus de place, quoi. Mais c'est vraiment bien. Alors pour arriver à cette Olivier, j'avais oublié de parler de la Sony Xperia Tablet Z, qui est moins épaisse. Elle fait 6,9 mm et qui est un petit peu plus lourde. Elle fait 495 grammes, mais côté finition, Sony est vraiment pas mal. Oui, effectivement. Là, on est dans des matériaux également avec Sony. Pour arriver à ce form factor, à cette légèreté, à cette finesse, apparemment Apple a adopté les mêmes recettes que pour l'iPad mini. Le design est quasiment le même, c'est un copier-coller de l'iPad mini. Ouais. On a retrouvé des bords un peu plus biseautés, de manière un petit peu plus franche qu'avant. Le dos est plus plat, mais après on retrouve, c'est exactement les mêmes codes. Et surtout le système des bords ici, on le voit peut-être mieux à la caméra. Les bords, qui sont beaucoup des bords un peu plus étroits, si on compare à l'ancien modèle. Bon là, évidemment, il ne s'allume pas parce qu'il n'est pas chargé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est quelque chose qui avait été inauguré l'année dernière sur l'iPad mini. Sachant qu'aujourd'hui, il accepte qu'on garde les doigts posés sur l'écran en même temps. Oui, il y a une marge, on va dire, sur les bords qui est gérée par les applications, type l'application de lecture. Donc on peut garder une main sans problème ici et puis continuer à slider. C'est pas considéré comme une action par iOS. Ulrich, cette tendance de l'étroitesse au niveau des écrans avec des bords plus étroits, c'est aussi une tendance du côté de Windows et d'Android. Effectivement, on la retrouve sur la LG Pad 8.3, on retrouve également la même chose qui permet un iPad mini, c'est pas un iPad 8.3. Non, c'est un LG. Pas de polémique, mais c'est vrai, ça ressemble beaucoup quand même. Côté finition, ils sont presque au niveau d'Apple. Ouais. Donc 7,5 mm d'épaisseur contre 9,4 auparavant, Florence. Ils ont gagné beaucoup de place, notamment, et les responsables d'Apple l'ont souligné en réduisant les bords, mais en réduisant aussi l'épaisseur de la batterie, moins 25%. Ouais. Est-ce qu'il faut s'attendre à une autonomie qui soit beaucoup moins importante? Donc tu l'as utilisé pendant plusieurs jours. Oui. Quelle est ton expérience, ton retour d'expérience? Pour moi, l'autonomie est identique. J'ai pas ressenti de baisse, en tout cas certainement pas 25%. Et pour moi, c'est à peu près identique. J'ai pas fait par rapport à l'iPad 4. Voilà, exactement. J'ai pas fait un test hyper précis en labo ou quoi que ce soit, mais le ressenti
est bon. En fait, c'est parce qu'ils gèrent ça avec il y a 2 nouvelles puces dans cet iPad, notamment la puce M7, qui était déjà dans l'iPhone 5S et qui permet qui capte tous les mouvements beaucoup plus précisément, et notamment qui sait quand la tablette, je l'ai posée sur la table du salon et je vais pas bouger, elle va arrêter de chercher si elle capte le Wi-Fi ou etc. Ou dans le train, par exemple, je suis en train de bouger, elle va arrêter de me chercher les antennes relais en permanence, et donc la batterie est beaucoup moins sollicitée sur ce point-là. Donc on regagne dans ce sens-là. Donc c'est le fameux coprocesseur M7 qui est arrivé dans l'iPhone 5S, Johan. Par contre, sur l'iPhone 5S, le gain n'était pas aussi évident. Non, et on a quand même l'impression que le travail qui a été fait aussi au niveau d'iOS 7 d'optimisation de la batterie a vraiment bien fonctionné sur l'iPad Air. L'iPhone 5, je pense que l'iPhone 5S, ça peut encore s'améliorer avec le temps, mais c'est vrai que là, on voit vraiment le travail qui a été fait d'optimisation et avec M7 et avec iOS 7. Fanny, une question, je crois. Oui, alors on me dit, concernant les performances du processeur A7, ça marche bien sur le 5S, on l'a vu, mais est-ce qu'avec une résolution bien plus grande d'écran sur un iPad Air, est-ce que ça fait la même chose, ou est-ce que du coup ça perd un peu en puissance? Alors, en clair, est-ce que tu as ressenti une vraie différence entre l'A6X qui équipait l'iPad 4 qui est ici et ça, l'iPad Air avec l'A7, la même, on l'a dit, Fanny l'a dit, la même puce qui équipe aujourd'hui l'iPhone 5S? Oui, alors oui, on va pas se mentir, l'iPad 4 est déjà quand même relativement rapide, il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Mais moi, je l'ai ressenti quand je me suis essayé à faire un peu de retouche photo et de la retouche vidéo. Et c'est assez impressionnant, il y a vraiment très très peu de latence en fait. Quand on lance un rush vidéo ou qu'on fait une retouche sur une photo, c'est immédiat. Et même sur les gros jeux du jeu 3D, ça Alors, booste. dans certains jeux, tout bêtement, les temps de chargement, on voit aussi qu'ils ont été légèrement améliorés. Alors, si on l'en croit, Phil Schiller, dans la présentation de l'iPad la semaine dernière, il a lourdement insisté sur le fait que cette nouvelle génération était jusqu'à 2 fois plus rapide que la génération précédente. Si on le passait en mode graphique, c'était multiplié jusqu'à 72 par rapport à la première génération de l'iPad. C'est quoi? Ça veut dire que c'est digne d'une console de jeu aujourd'hui, un iPad? Je pense que ça s'en rapproche bien. On est effectivement. Pour moi, l'important c'est déjà que on utilise la tablette et elle est fluide en permanence en fait. Il y a aucun moment où on se dit tiens, elle rame un peu, elle est à la peine. Là, sur ce que j'ai essayé moi pour l'instant, elle se balade quoi. Monsieur X, vous qui avez un iPad 3, non pas un iPad 4 de mémoire, vous sentez un besoin de puissance nécessaire ou ça reste que du marketing? Ouais, merci de me le rappeler, Olivier, que j'ai un iPad 3. Besoin de puissance pour l'utilisation que j'ai de l'iPad, non. Moi, vraiment, ce qui me fait envie, là, à vous écouter, c'est la légèreté de l'iPad, parce que j'ai le même sentiment. Il est un peu lourd quand on l'utilise longtemps, et c'est un peu pénalisant pour les enfants. Donc moi, c'est surtout cette partie-là, la finesse supplémentaire, le point en moins, qui m'intéresse. Mais la puissance à ce stade, non, pas trop. La finesse est importante, on voit là les chiffres de performance et le gain qui est obtenu. Selon, à en croire, Phil Schiller, Ulrich, l'iPad Air serait aujourd'hui l'état de l'art, la tablette la plus puissante du marché. Est-ce qu'on peut vraiment comparer aujourd'hui avec ce qui existe dans le monde Windows et dans le monde Android? Évidemment, côté caractéristique, on peut clairement comparer parce que les écrans ont des tailles similaires, ont des définitions d'écran similaires, ont des performances qui sont également très bonnes sur Android et avec les Qualcomm ou sur Microsoft avec les Intel. Mais ce qui fait la différence, c'est l'écosystème. Pour l'écosystème, iOS a une petite longueur d'avance, Android est juste derrière et Microsoft est un peu à la traîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, véritablement, c'est-à-dire quoi, l'iPad Air est-elle aujourd'hui la tablette la plus puissante du marché concrètement aujourd'hui? Pour moi, le clé de la victoire dans le marché des tablettes, c'est l'écosystème. Et aujourd'hui, on a sur le marché des très beaux produits, que ce soit sur Android ou sur Windows et iOS, bien sûr. Mais côté écosystème, on retrouve, si je ne dis pas de bêtises, 500 000 applications qui sont compatibles
tablettes iPad sur iOS. Et sur Android, on n'a pas de chiffres. Mais d'expérience, on le voit. On voit qu'il y a très peu d'applications qui ont vraiment été travaillées pour la tablette et ça fait une différence. Yoann, je te voyais un petit peu réagir au propos d'Ulrich. Tu es d'accord avec lui? Ouais, c'est vraiment dommage. Je trouve que Android là-dessus est un peu en retard. On aimerait bien avoir une section dans le Google Play qui nous permettrait d'avoir accès à des applications. Elle est arrivée optimisées. cette section. Ouais, mais elle n'est pas encore assez mise en avant et elle est elle est très en retard par rapport à ce qu'on peut avoir sur l'App Store côté iPad, je trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de maîtriser d'abord d'avoir un modèle relativement restreint de tablette et de maîtriser à la fois le logiciel et le matériel, c'est un vrai avantage aujourd'hui pour ce genre d'expérience? Oui, après ça s'explique aussi par le fait que Android est très fragmenté à travers des dizaines de marques, ce qui permet aussi d'offrir plusieurs modèles et plein de modèles différents. Mais côté fragmentation, je mets un gros bémol parce que on se trompe. La fragmentation, il n'y en a pas vraiment. Ça veut dire qu'une application qui fonctionne sur Samsung, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas sur la LG ou sur la Nexus ou sur d'autres. La fragmentation, elle est du simple fait que aujourd'hui les développeurs n'ont pas encore fait cet effort de vraiment réfléchir à l'expérience avec les tailles d'écran. Mais tout est là. Les développeurs ne font pas encore l'effort. Donc les phablettes ont permis d'améliorer cette expérience parce que les tailles d'écran se sont améliorées, mais une application phablette sur un 10 pouces, c'est encore problématique. Ouais. Une petite réaction, Florence, par rapport justement à cet argument, l'iPad Air est-il aujourd'hui la tablette la plus puissante du marché? Est-ce que c'est aussi simplement l'argument de vente, comme je me demandais tout à l'heure à Monsieur X, Monsieur et Madame tout le monde? Pour moi, c'était pas, il n'y aurait pas eu ils auraient juste gardé la A6X où c'est bien, on va pas se plaindre, c'est tant mieux, ça reste super fluide, etc. On est très content. Peut-être qu'il serait obligé de baisser les prix, c'est garder la même puce. Ouh là non, ne parlez pas Apple comme ça. Non, là, moi, ce que je demande, c'est d'avoir une tablette fluide. Elle l'était déjà sur l'iPad 4, ça continue à l'être. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut faire, on fait tout et il n'y a pas du tout de temps de latence. C'est immédiat et c'est vraiment ce qu'on demande à une tablette. Moi, après, la puissance de la puce, à l'usage. On n'est pas avec un PC x86. C'est pas une console, c'est pas un PC Alienware ou je ne sais quoi. Et voilà. Fanny, est-ce qu'on a des questions du côté de Twitter? Oui, alors une petite question de Sébastien Fischer qui demande si les haut-parleurs intégrés sont stéréo. Alors, est-ce que les haut-parleurs de l'iPad Air sont stéréo? Donc on le montrera. Effectivement, ici il y a 2 haut-parleurs maintenant. Voilà. C'était déjà le cas dans l'iPad mini. C'est le même design. Exactement. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la stéréo? Alors, est-ce que c'est la révolution? Non, parce que vu l'épaisseur, l'intégration, ça reste le minimum en termes audio, mais ça fait le boulot. Ouais. Donc, on a fait stéréo, mais il faut le mettre sur le nez pour vraiment avoir l'effet de spatialisation. On en est où du côté de l'audio? Tiens, du côté de Frandroid, du côté de Windows. On sait que du côté des téléphones, HTC avait fait très fort avec Dr Beats notamment. Qu'est-ce qu'il y en a du côté des tablettes? Côté tablette, sur Android, on a par exemple la Galaxy Note qui a été c'est aussi le cas chez Arcos, mettre des enceintes à droite et à gauche de l'écran quand on le tient en mode paysage. Et donc là, on a un vrai son stéréo. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu plus immersif. Ils font la même chose sur les smartphones avec par exemple le HTC One, pareil à gauche et à droite. Et là, on a vraiment un bon son. Ouais, tu as que Android, non, jamais iOS, c'est fini. Tu veux plus entendre parler. C'est terminé le divorcé. Sauf que l'iPad mini, tu utilisais la semaine dernière dans l'émission, mais on va pas te dénoncer, c'est pas grave. iPad mini, vous pouvez glisser dans cette magnifique hausse qui vous sera offerte. Il y a 10 hausses à remporter qui sera offerte par notre partenaire Be-Easy en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Alors, concrètement, quels sont les manques de cet iPad Air? Est-ce qu'il y a des manques flagrants aujourd'hui de cet appareil? On sait qu'il y a eu des évolutions en termes de design, d'épaisseur, de puissance. Quelles sont aujourd'hui les fonctions qui sont manquantes? Avant de poser la question à Ulrich du côté d'Android et de Windows, toi en tant qu'utilisatrice, au bout d'une semaine, 10 jours, qu'est-ce qui te manque dans cet iPad? La première chose, moi, où j'ai été déçue lors de la keynote, c'est qu'il n'y a pas le Touch ID, donc le capteur d'empreinte digitale qui permet de se passer de tous les mots de passe pour déverrouiller, également sur l'iTunes Store. Ouais. Voilà, c'est le truc, c'était tellement simple à intégrer, ils auraient très bien pu le faire. Bon, ils se gardent ça sous le coude, on a l'impression qu'ils gardent ça sous le coude pour la prochaine version, on va dire. Ça fait toujours c'est un peu petit bras. Un petit peu. On ne comprend pas. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui Apple de ne pas le glisser. Voilà, sauf peut-être des contraintes de production, mais franchement...
On va la C'est comprendre. une question d'usage parce que l'iPhone c'est assez perso, on va mettre ses empreintes à soi dessus. À côté de ça, la tablette elle va peut-être être, surtout le grand format, elle va être un peu plus Il y a familial. 5 empreintes, on peut. Ouais, mais je trouve que ça se justifie moins pour une tablette que pour un iPhone. Ouais, quoi. Alors, en attendant, moi, je voudrais quand même intervenir. Fanny. Régulièrement, je suis sur mon iPad ou mon iPad mini et justement, je pose le doigt et j'attends que ça se déverrouille. Tu peux attendre Deux longtemps. secondes, C'est vrai que ça m'est voilà. arrivé. Je me dis, Oui, zut, ça ne marche pas. et puis à là. l'inverse, et là je me tourne vers Monsieur X parce qu'il n'a plus d'iPad puisque c'est ses enfants qui l'utilisent au quotidien, c'est peut-être un moyen aussi, c'est un objet familial l'iPad aujourd'hui, même si Apple voudrait refiler un iPad à chacun des membres de la famille, peut-être que le Touch ID permettrait d'avoir des profils d'utilisateurs différents et donc d'attribuer des Contrôle applications, parental. des contrôles parentaux. Il y a des choses à faire de ce côté-là, on ne comprend pas pourquoi Apple n'y va pas, Monsieur X. C'est très simple, effectivement, la techno Touch ID permettrait de gérer du multicompte, mais comme l'avait fort bien décrit Rodrigo en son temps, c'est absolument pas dans les visées d'Apple. Apple veut vendre un iPad pour chaque membre de la famille. Voilà, très clairement. Donc ils ne feront jamais le multicompte. Et le Touch ID, lui, au-delà du déverrouillage de votre iPhone, et puis potentiellement un jour du déverrouillage d'un futur iPad, permet dans la tête d'Apple, par exemple, d'avoir accès aux fonctions d'achat d'iTunes plus facilement, donc de développer le commerce de leur côté. Mais surtout pas de permettre un accès multicompte, alors qu'ils ont tout pour le faire. C'est une question de stratégie marketing très très claire. Un iPad pour tout le monde, acheter et reacheter. Oui. Voilà un point qu'Android a réussi à sur développer. lequel Il y a une vraie valeur à ajouter d'Android là-dessus, effectivement, par la gestion du multicompte. Mais du temps où tu étais au sein d'Apple, Monsieur X, il y avait déjà cette volonté de gagner du temps, justement, de ne pas tout proposer d'un coup, parce qu'on savait qu'on avait la possibilité d'offrir une valeur ajoutée pour la génération suivante. Tu l'as vécu, ça, toi, en interne ? Alors, oui, absolument. C'est-à-dire que quand tu es dans ce qu'on appelle une amélioration de fonctionnalité d'une génération à une autre, ou ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, là, dans notre jargon marketing, de temps en temps, tu vas, mettre des nouvelles fonctionnalités dans la génération suivante, en réfléchissant un petit peu, et puis en disant, tiens, je vais mettre ci et je vais mettre ça, puis je garde cette nouvelle techno sous le coude pour alimenter la prochaine génération. Donc oui, c'est vrai. Maintenant, on ne peut pas accuser, je pense, Apple de ça avec Touch ID. Il faut quand même revenir 2 mois en arrière, avant le lancement de l'iPhone 5S. Bon, c'est la première fois que dans un produit grand public diffusé à des millions, bientôt des dizaines de millions d'exemplaires, la sécurité de base, l'accès au produit, est fait par une empreinte digitale. Il n'y a pas d'autres exemples. D'accord ? Donc il y avait quand même si la techno est extrêmement bien faite, un doute légitime pour Apple de se dire, est-ce que ça va être accepté ? Est-ce que tester à des millions d'exemplaires, ça va marcher ? Imagine qu'Apple se soit planté avec Touch ID et qu'il soit en ce moment en train de refaire le firmware de l'iPhone, en train de faire iOS 7 pour corriger Touch ID, que ça soit un scandale et qu'il lance un iPad avec Touch ID. Il serait 2 fois dans la mouise. Donc là, c'est pas une question de réserver cette techno pour plus tard, pour les questions marketing. Je pense que c'est des questions de prudence, de le tester, de le rendre totalement robuste sur l'iPhone avant de le mettre sur l'iPad. C'est diviser les risques pour mieux les gérer. Oui, mais à l'inverse, Monsieur X, ils prennent un autre risque, c'est qu'à partir du moment où le Touch ID arrive, ça inspire d'autres constructeurs et qu'il se fasse copier et que lorsque la prochaine génération d'iPad arrive avec le Touch ID, la plupart de ses concurrents soient également équipés. Bien sûr, attends juste le 15 jours et ça sera le cas, mais ça a toujours été le destin d'Apple sur certaines fonctionnalités, être copié. Ils ont aussi beaucoup copié. Bon, ça fait partie de l'industrie. Maintenant, Touch ID deviendra peut-être comme l'iPod, peut-être pas la référence techno, mais la référence en termes de nom. Et ça fera l'effet qu'Apple recherche, c'est-à-dire nourrir leur image de marque de précurseur. Ouais, la copie, c'est vrai que là, ils avaient une vraie avantage en termes d'innovation, Johan, et qu'ils n'ont pas sauté à bras raccourcis dessus. Hein. Bah non, on voit... Pour moi, c'est pas un manque, mais on voit que l'avance qu'ils auraient pu prendre, ils n'ont pas misé dessus. Mais c'est vrai que c'est très bien justifié par Monsieur X pour le coup. Ouais, et ça aurait pu justifier un prix un peu plus supérieur. Oui, Ulrich. Est-ce que Touch ID, on peut vraiment parler d'innovation de rupture Moi, je pense pas parce que finalement, c'est vraiment. J'imagine que sur l'iPad, sur un marché qui est déjà établi, comme le disait Mr X, on voit pas Apple faire des innovations de rupture. Et pour moi, le Touch ID n'est pas une innovation de rupture pour le coup. Ouais, pourtant, c'est l'un des principaux arguments de vente de l'iPhone 5S aujourd'hui, Ulrich. Comme quoi. Oui, mais je sais pas si les gens se priver d'un argument. 5S parce que surtout quand on a un produit qui coûte assez cher.
On verra s'il est aussi cher que ça par rapport à la concurrence tout à l'heure, mais on se prive d'un argument de vente, c'est quand même dommage. Alors, peut-être une fonction un peu plus basique qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les tablettes, c'est l'appareil photo numérique. On sait qu'Apple a fait d'énormes efforts là-dessus, encore une fois l'iPhone 5S avec un capteur un peu plus large. Là, apparemment, rien n'a évolué du côté de l'iPad 5. Ça n'a pas bougé, ni à l'avant, ni à l'arrière. Ouais. Rien de... Voilà, là, ils sont restés sur le statu quo. Ils n'ont pas changé de capteur, ils n'ont pas agrandi la surface de 15%. Non, il n'y a toujours pas de flash comme il peut y avoir sur un iPhone 5S ou autre. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça va peut-être éviter de prendre des photos en public ou pendant les concerts. Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Pas possible. Ouais. Et il continuera à le faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usage de l'appareil photo ne se développe pas sur les tablettes aujourd'hui, concrètement? Chez la concurrence, que ce soit Android ou Windows, on a des capteurs qui sont très proches de ceux qu'on trouve dans les smartphones. On a par exemple la dernière tablette Lumia qui intègre un capteur donc, c'est-à-dire que les constructeurs d'Android jouent le jeu, donc suivent la croissance et la concurrence qu'on a suivie sur les téléphones en les intégrant leurs capteurs dans leurs tablettes. Mais est-ce qu'on utilise vraiment ces capteurs dans un usage quotidien pour faire de la surtout que la plupart de l'usage des tablettes, c'est en intérieur. On sait que c'est pas tellement en extérieur. Donc l'appareil. Je sais pas. Sur les tablettes 10 pouces, effectivement, on est sur des tablettes que j'appelle transportables, c'est-à-dire que c'est des tablettes qu'on va utiliser dans les foyers. Et là, effectivement, on peut réfléchir, mais en même temps, quand on regarde son smartphone, une bonne partie de ses photos, on les fait dans son foyer, lors de réunions de famille, etc. Donc j'ai envie de dire, si un constructeur est bon dans les capteurs photos sur les smartphones, il n'a aucune raison d'être mauvais sur les tablettes. Bon, pour la Lumia 2520, c'est un peu particulier. La marque de fabrique de Nokia dans les smartphones, c'était notamment la très bonne qualité de ces capteurs photos. On les voyait mal mettre un capteur 3 millions de pixels sur leur tablette. Donc aujourd'hui, la référence en termes d'appareils photo sur tablette, c'est la Nokia? C'est Nokia et Sony pour moi. La Sony, oui. La Sony est très bonne. Un fabricant d'appareils photo, je suis arrivé, un autre qui s'est associé avec Carl Zeiss, c'est ça? Carl Zeiss. Notamment, très bien. Autre innovation sur laquelle a beaucoup insisté Apple lors de la présentation, c'était le Wi-Fi. Une évolution, pas de révolution, Florence. Oui, on n'est pas passé sur la nouvelle norme, le nouveau standard AC du Wi-Fi, mais ils ont quand même ils ont mis le système MIMO qui permet, donc c'est double antenne en fait, et qui permet d'avoir un débit qui est supérieur. Alors annoncé comme doublé, après ça, il faut voir. Quoi qu'il arrive, c'est un petit plus. Tu l'as vraiment ressenti concrètement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de box ADSL qui n'ont pas forcément les mêmes normes, donc c'est difficile de vraiment de se faire une idée. Est-ce que tu l'as ressenti? Une réactivité supplémentaire? Oui, voilà, j'ai mis très, très simplement, j'ai mis les deux iPads l'un à côté de l'autre. J'ai lancé la même fenêtre internet et voilà, et ça se charge un petit peu plus vite. Alors est-ce que c'est une révolution? Non. C'est toujours un petit peu mieux d'avoir un tout petit peu de temps de latente sur le chargement d'une page internet en moins, quoi. Donc c'est plutôt bien. Ils auraient pu aller jusqu'à prendre le standard AC, ça aurait été bien. La dernière génération qui équipe les Mac notamment. Surtout que ça aurait permis le développement de pas mal d'autres secteurs qui travaillent avec du AC et qui pour l'instant, il y en a plein qui attendent de passer les bornes Wi-Fi en AC parce qu'il n'y a pas assez de matériel compatible. Bon, on va attendre encore. Alors, la grande déception concernant l'arrivée de cet iPad, le grand manque pour Monsieur X, c'est qu'il n'y avait pas de version Gold. Au grand désespoir de Rafi Jaharian, le VP Gold d'Apple, qu'on a aperçu dans la parodie de Conan O'Brien sur TBS. Ça vous a valu, Monsieur X, un échange musclé, je crois, sur Twitter. Vous pouvez nous rappeler les faits? Oui, parce que moi j'ai quand même beaucoup rigolé donc de la parodie qui avait été faite au moment du lancement de l'iPhone 5S Gold avec l'invention de ce VP Gold chez Apple. Donc juste après la keynote, j'ai envoyé... Il réside à Miami, c'est important de le dire. Oui, il réside à Miami. Un Twitter à Rafi Jaharian, le VP Gold, qui s'est créé un compte sur Twitter en lui disant que c'était absolument pas possible et que les nouveaux iPads pourraient pas équiper les gangsters aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de modèle Gold et que c'était vraiment un gros fail. Et qu'est-ce qu'il nous a répondu? Et il m'a répondu 10 minutes plus tard d'un magnifique fuck you. Voilà, il est clair, sympathique, simple et lapidaire. Mais il est dans le personnage. Oui, il est dans le personnage. Et je pense que
le fait qu'il n'y ait pas d'iPad Gold dans les nouveaux produits présentés par Apple va nous valoir une autre parodie de Rafi Djaharian. Il suffit juste d'attendre un petit peu, mais je crois... Moi, j'aimerais bien qu'il intervienne dans les keynotes, ça mettrait un peu de fantaisie, parce que c'est vrai que c'est très formaté, les keynotes d'Apple aujourd'hui. Il faut l'inviter à On refait le Mac, Olivier, tout simplement. On va essayer, écoute, s'il veut venir, on a plein de chemises colorées pour lui et de chaînes en or, s'il a besoin pour s'équiper. Parlons justement de chaînes en or, parlons de prix, on va un peu se contrarier, on va voir si l'iPad Air est véritablement plus cher que la concurrence ou non, on va essayer de le comparer, mais dans un premier temps, on regarde la gamme qui a été proposée par Apple. Il y a donc 4 modèles, 16, 32, 64 et 128 Go, comme vous pouvez le voir sous cette courbe. Un modèle à 489 € en entrée de gamme, 579, 675 et 775 € pour le 68 Go. Premier constat, Johan, Apple facture plutôt cher la RAM. Oui, c'est toujours très très cher, c'est un des gros reproches qu'on leur adresse. Après, moi je trouve que le fait d'être repassé sous le cap des 500 €, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est pas énorme, c'est 20 € de moins, mais après il y a aussi d'autres critères qui vont entrer en jeu. On sait qu'ils ont des gros soucis pour adapter les systèmes de taxes en France et pour arriver à reproposer des prix ronds, ce qu'Apple affectionne particulièrement. Mais je trouve que le fait qu'on soit passé sous le cap des 500 €, 489 € pour le premier modèle, je trouve que c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, on va essayer de la comparer avec quelques modèles concurrents qu'a sélectionné pour nous Ulrich de Frandroid. Olivier, moi j'aurais une petite question Twitter justement là-dessus. On a Anthony Ramon qui nous demande justement, vous prendriez quoi, la 64 ou la 128 Go? Et on nous demande aussi, a priori, il n'y aurait pas de puce GPS dans le modèle de base. Alors, tout d'abord, pour la référence de la mémoire, Monsieur X, vous qui êtes un spécialiste de la mémoire, alors allons-y, 64 ou 128 100 € d'écart entre la 64 et 128, franchement. 128. Parce que moi, j'utilise beaucoup l'iPad, pour mes filles donc, et qu'elles rêvent de charger toute leur bibliothèque de films, donc 128. Voilà, c'est une bonne réponse. Mais c'est vrai que, voilà, après, il va falloir la sauvegarder, l'iPad. Bon courage. Mais plutôt 128, vu les cartes. Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Surtout si vous devez le sauvegarder à travers du Wi-Fi chez vous. Ça commence à être compliqué. Ouais, voilà, en même temps, moi, j'ai rien de critique sur l'iPad. Si je perds les films, je les retrouve. Si tu les as achetés sur l'iTunes Store, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Si tu viens par ailleurs, c'est un peu plus compliqué de les retrouver. Concernant les puces GPS, aujourd'hui, Apple fait une grosse différenciation aujourd'hui, messieurs, dames. Alors que c'est un produit standard, la puce GPS dans le monde Android et Windows, c'est une option chez Apple. Et oui, il faut avoir la version Wi-Fi et ce qu'on appelle cellulaire, donc 4G maintenant. 4G. Sinon, pas de puce. C'est aussi simple que ça. Il faut payer. Alors que c'est un composant hyper basique, Ulrich, aujourd'hui. Ça vaut quelques euros une puce GPS. Effectivement, ça vaut quelques euros. Et du coup, sur l'iPad, le résultat, c'est qu'on va quand même pouvoir se localiser, mais on va utiliser ce qu'on appelle la triangulation. Donc, ça va utiliser le réseau Wi-Fi. Et du coup, ça marche en ville, mais c'est moins précis. C'est un peu plus rapide, mais moins précis. Et aujourd'hui, c'est le seul constructeur, c'est le marché qui fait cette différenciation de séparer non seulement la version Wi-Fi, la version 4G ou 3G, et le GPS à part réservé à la version 3G. Mais c'est le marketing parfois me dépasse un petit peu. Alors on va continuer notre comparatif. On a montré la grille des prix à un instant de la gamme iPad. Regardez si on rajoute une sélection de tablettes qu'a opéré pour nous Frandroid, à savoir Ulrich Rosier. On a intégré dans notre courbe la Nexus 10 de Google, la Galaxy Note 10 de Samsung, ainsi que la Surface 2. L'entrée de gamme est à 399 €. Elle est suivie de la Surface à 439 €. Et au-dessus, on trouve à 549 € Ulrich, la Galaxy Note. Donc en clair, Apple est loin d'être le plus cher du marché aujourd'hui. Mais il faut faire attention à Samsung, parce que Samsung sort toujours des produits très chers et derrière une agressivité sur le plan commercial avec des offres de réduction, ce qu'on appelle les ODR. Et je pense que la Galaxy Note, ça va être également des 100, 150 et des fois 200 € d'ODR. Ouais. C'est un peu leur technique commerciale. On va clairement la trouver à moins de 500 € d'ici les fêtes de fin d'année, c'est sûr. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les différents modèles, si on peut remontrer la courbe, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces différents modèles en termes de performance pour justifier les écarts? On sait que la Nexus 7, Google n'a pas forcément besoin de marger et de gagner de l'argent, ce qui est plus important chez Apple. Par contre, la Surface est plutôt bien positionnée, surtout que la Surface elle est à 32 Go, alors que l'iPad est à 16 Go. Ouais, alors il y a deux choses à préciser. La première, il ne faut pas oublier la place que prend l'OS dans cette mémoire, dans ce stockage.
Windows gros problème, RT. gros mensonge de Microsoft et de Windows sur la Surface. De mémoire, je crois qu'on a entre 14 et 16 gigas qui sont occupés par l'OS dans les 32 proposés par la Surface. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de 16 gigas, tout simplement. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la Nexus 10. Mon petit doigt me dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle version dans quelques jours et Avant quelques même semaines, que donc ce ça pourrait podcast peut-être soit bouger. publié, ouais. Ça pourrait peut-être bouger dans les jours qui viennent. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que la Nexus 10 a 1 an et elle tient encore la comparaison. Ouais. Mais bon. Comment est perçue justement l'arrivée comme ça de Google sous sa propre marque par les fabricants de tablettes Android Ulrich? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de tuer le marché en cassant les prix? Non, mais sur le marché Android, on est clairement dans un marché qui est beaucoup plus libre qu'Apple. Là, c'est le coup. Qu'est-ce que c'est tu le veux cas. dire par Donc, libre? Microsoft, ça veut dire que c'est une compétition assez féroce. Google, avec la Nexus, je pense pas qu'ils en vendent des milliers. La Nexus 10, pour le coup, elle a été très discrète. Mais la Nexus 10 a mis en place, c'était une tablette de référence qui a mis en place dans l'écosystème des... Voilà ce qu'il faut C'est la faire. C'est première l'exemple que donne entreprise, Google concrètement, Ulrich. C'est ça, assez Voilà, c'est un différents exemple, c'est une fabricants. tablette de référence. La Nexus 10, Mais ils fixent pour moi, aussi le était prix de clairement référence, une qui peut tablette. parfois les embêter s'ils veulent marger un peu plus, tu crois pas? C'est là où je veux plutôt Effectivement, donner mais ma bon, on est question. dans un marché avec plusieurs acteurs, un marché qui est plus libre et ça fait du bien, ça dynamise le marché. Et pour le moment, l'année dernière, on avait peur que ça tue le marché et ça l'a encore plus dynamisé. Donc pour le moment, c'est gagnant, j'ai envie de dire, comme stratégie. Fanny, une petite question, je crois. Alors, pour conclure sur le iPad Pro, on a Sébastien 11 qui dit l'arrivée de l'iPad Air. Est-ce que ça n'annoncerait pas l'arrivée d'un futur iPad Pro l'an prochain, comme on l'a pu la voir avec la gamme Mac? C'est plutôt une question pour Monsieur X, non? Alors, Monsieur X, on a vu des rumeurs qui se sont multipliées ces derniers mois sur l'arrivée peut-être d'un iPad, même voire carrément grand format. Vous y croyez à 12 ou 13 pouces, qui serait donc un concurrent du MacBook Air? Vous y croyez à cette théorie-là? Plus professionnel peut-être dans son positionnement, comme l'est aujourd'hui Windows. Hein. Non, absolument pas. J'aurais tendance à dire client professionnel, fuyez Apple. D'accord. Bon, ce n'est absolument pas, et plus surtout un focus pour Apple de servir des clients professionnels. Donc sur un produit grand public comme l'iPad, penser à une segmentation professionnelle, non, c'est juste une hérésie dans la pensée marketing d'Apple aujourd'hui. Voilà. Le monde professionnel chez Apple, il reste quoi? Le nouveau Mac Pro dont on a parlé la semaine dernière, et c'est à peu près tout. Après, il y a les portables pour un usage quotidien, voilà. Mais c'est pas forcément dédié à un usage particulier, quoi. Voilà. Oui, mais le produit, il est caméléon. Il peut être utilisé autant par un professionnel que quelqu'un dans le grand public qui aime se faire plaisir et avoir, entre guillemets, un gros moteur. Donc non, un focus spécifique là-dessus, sur le marché des professionnels, avec plus de puissance, des fonctionnalités différentes. Pourquoi pas Microsoft Office, pendant qu'on y est? Non, ça n'intéresse pas Apple. En tous les cas, de mon point de vue. Tu y crois, toi, concrètement Moi, je pense qu'ils y réfléchissent forcément. On voit que iOS 7 et Mavericks, la dernière version, se rejoignent. On voit de plus en plus de similitudes. On va arriver à un moment donné où Windows les deux l'a fait, la similitude. On sait qu'Apple est plutôt réticent. Ils sont réticents pour l'instant, mais ça va arriver. Le fait que Maverick soit passé gratuit. Voilà, exactement. Le fait que Maverick s'est rentré dans l'histoire en devenant gratuit, c'est un indice aussi. Ça ne veut pas dire que ce sera l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on aura un iPad 12 pouces 2. C'est juste qu'à mon avis, ils y pensent et ils sont encore en train de rechercher comment rejoindre ces deux univers. Et ça pourrait éventuellement passer par un iPad plus grand et peut-être des accessoires qui transformeraient l'iPad en véritable outil professionnel pour les professionnels. Du côté d'Android et de Windows notamment, on est à l'affût du marché des professionnels, Ulrich. Effectivement, c'est surtout le cas chez Microsoft. On retrouve une multitude de formats. On appelle ça des 2 en 1, des hybrides, etc. Des formats compacts. C'est des écrans de toutes les tailles et tous les écrans sont tactiles. Microsoft est vraiment en train d'expérimenter avec tout son écosystème tous ses usages. Et je pense que je pense qu'Apple est en train de regarder de très près les chiffres et si il y a un marché qui est intéressant, Apple sera obligé de se mettre dans ce marché et donc on retrouvera sûrement suivre la tendance.
Des formats hybrides, peut-être des Mac tactiles, etc. Enfin, j'en sais rien, mais ils seront obligés. Ouais. Autre surprise de l'annonce qui est restée aux côtés de ce magnifique, il est vraiment très beau, cet iPad Air, c'est l'iPad d'ancienne génération, l'iPad 2 qui lui est resté au catalogue. On pensait qu'il allait passer à la trappe. Eh bien, il demeure, regardez sous cette courbe, il reste toujours au catalogue d'Apple à 389 € en 16 gigas. C'est une technologie maintenant qui a 2 voire 3 ans. On ne comprend pas trop le positionnement marketing d'Apple. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très étrange, c'est très cher. Moi, je trouve ça vraiment très cher pour Surtout si on regarde à la concurrence, il est cher. Ce qui est surtout par rapport aux dernières générations de produits. Il y a une certaine logique dans la mesure où Apple ne fait pas, Apple ne veut pas et Apple ne fera pas à court terme des produits low cost. Donc, ils vont pas sortir un produit moins cher, récent. Pour dire on fait du moins cher, acheter du moins cher. Ça, on l'a compris qu'ils ne voulaient pas sortir de produits. Ils ne veulent pas, ils ne feront pas. Du coup, leur logique, c'est on préfère vous proposer un produit qui a peut-être pas les dernières caractéristiques techniques du marché, ou du moins ce que nous on peut proposer, mais il est encore bien ce produit, il marche encore très bien. L'iPad 2, ça fonctionne bien. C'est quoi ? C'est plutôt le marché de l'éducation qui va être adressé parce qu'ils ont besoin peut-être de rentrer dans une gamme de prix pour répondre aux appels d'ordre du marché de l'éducation aujourd'hui, Florence ou Monsieur X ? Éventuellement, moi je pense que c'est surtout, je pense qu'ils ont surtout pas envie d'en vendre. C'est juste, à mon avis, c'est juste un produit d'appel. On rentre dans le magasin, on est venu pour acheter un iPad pas trop cher, et puis ils nous montrent celui-là, quoi. Et puis là tu fais ah ouais d'accord, je vais mettre un petit peu plus cher, et je vais acheter le dernier. 100 € de plus. Ouais, surtout que pour quelques euros de moins, on a en dessous de 300 € l'iPad mini qui a été conservé au catalogue à 299 €. Et c'est vrai qu'entre le lourd iPad 2 et l'iPad mini qui est là, il n'y a pas photo. Donc on peut se demander véritablement. Enfin, c'était une vraie surprise. Le fait et puis l'iPad mini fonctionne très bien et il a encore une chouette durée de vie. Pourquoi conserver l'iPad 2 et pas le 3 ou le 4 ? Enfin voilà, pour moi, c'est pas un objectif de vente. Monsieur X, votre réaction concernant l'iPad 2 et son positionnement prix aujourd'hui, qui est quand même assez élevé. Il a été amorti quand même au fil des années. Ouais, c'est clair. Bon, effectivement, moi je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. Il est gardé uniquement pour avoir la capacité Apple à annoncer un prix un petit peu moins cher, pardon, là-dessus ce révélateur, que les nouveaux produits. Donc occuper le terrain en termes de com. Maintenant, oui, on a toujours ce sentiment qu'Apple fait le travail à moitié, c'est-à-dire qu'ils gardent ce produit d'ancienne génération comme produit entrée de gamme, mais ils ne font pas d'efforts. Voilà, ça révèle quoi ? Qui sont une fois de plus obsédés par la part de marché en valeur et pas en quantité, et très très ponctuellement aussi par leur marge brute. On a vu avec l'annonce des résultats lundi de cette semaine que s'il y a un endroit où Apple s'est fait chahuter par les analystes financiers, c'est pas tant sur son chiffre d'affaires qui est tout à fait énormissime, même s'il a plus vraiment la croissance qu'il avait, mais c'est sur sa marge brute, parce que la valorisation de l'action est vraiment basée là-dessus. Donc, proposer un iPad 2 d'entrée de gamme qui sera vraiment sexy en termes de prix, ça voudrait dire couper la marge brute de 40%, ce qu'elle est aujourd'hui sur l'iPad 2, à quelque chose comme 25%. C'est pas bon pour les comptes. Mais sur un produit d'Apple, on peut se le permettre. Apple est schizophrène. Ils l'ont fait par le passé, Monsieur X. Ils l'ont fait par le passé. Oui, ils l'ont fait, mais il n'est pas encore temps. On ne va pas faire un diktat en disant voilà, sur tous les produits, ça va être 40% ou rien. Ils vont aller dans le mur s'ils font ça. Il faut quand même avoir une légitime souplesse pour attirer le client dans le magasin. Si on l'attire dans le magasin et que c'est trop cher, il va repartir. Il y a de la concurrence, il y a des alternatives aujourd'hui. D'accord. Oui, vaut mieux que tu fasses une émission sur un autre fournisseur informatique qu'Apple. Alors, la souplesse sur la marge, ça n'arrivera pas. Voilà. Maintenant, toi et moi, on trouve que c'est de l'entêtement. Ouais. Et une fois de plus, c'est de la tour d'ivoire. On a l'impression qu'ils s'enferment un petit peu dans un discours. Le coche. Ouais. Et est-ce qu'ils vont pas se faire balayer par Android, comme c'est un peu le cas quand même sur les smartphones. Mais ce que nous on prend pour de l'obstination, eux le prennent pour une stratégie qui va payer sur le long terme, et on peut plutôt leur reconnaître de savoir mener leur barque. C'est plutôt vrai. Je vous rappelle donc le concours pour remporter l'une des housses littorales offerte par notre partenaire Bizy. Soyez attentifs, la réponse vous sera donnée lors de l'émission. Ça pourrait être par exemple le nombre de couleurs qui seraient disponibles pour cet appareil, sachant qu'il n'y en a qu'une. Voilà. De l'iPad mini, parlons-en, c'est l'autre nouveauté. Alors, il y a beaucoup d'inconnus puisqu'elle n'est pas encore disponible, elle ne sera pas disponible tout de suite. L'iPad Air est là, mais l'iPad mini, on ne sait pas encore sa disponibilité finale. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les nouveautés possibles de cet iPad mini. Finalement, l'écran Retina est arrivé. Vous l'avez vu en main. Est-ce que vous avez vraiment senti une différence? On sait qu'elle a gagné en épaisseur et en poids.
Oui, alors le poids et l'épaisseur, c'est un tout petit peu. Hein. C'est pas non plus, c'est pas démentiel. Au ressenti, c'est pas voilà. Ça se ressent pas à l'usage. Ils nous le disaient, ils nous l'auraient pas dit, on l'aurait pas. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable sur un écran 7,9 pouces, le Retina aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un passage obligé pour un constructeur sur un iPad de cette taille-là par rapport à celui-ci d'offrir une résolution de 2048 par 1536 pixels, hein, c'était la résolution de l'iPad mini Retina concrètement? Moi, je trouve que oui, parce que quand on est habitué à des écrans avec une super bonne résolution et qu'on repasse à un iPad mini avec un écran moins bon, ça se voit. Notamment quand on lit, par exemple, sur des pages internet ou quand on lit un bouquin, ça bave un peu, c'est pas net. Alors après, il faut avoir une bonne vue, etc. Pour les gens qui ont... Il y en a qui s'en aperçoivent absolument pas de la différence. Ouais. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il l'aurait annoncé sans Retina, ça aurait été ridicule. Voilà. C'était un passage obligé. Ouais, Ulrich, concrètement, Apple n'avait pas le choix parce que dans le monde Android ou dans le monde Windows, le Retina est devenu un quotidien sur quasiment tous les modèles aujourd'hui. En tout cas, dans cette format de tablette. Effectivement, c'est pas encore le cas sur Windows, mais c'est le cas sur Android. On retrouve du 1080p sur toutes les tablettes. C'est du 1080p, on sait très bien, c'est pas vraiment du 1080p, mais en tout cas c'est au-dessus. Ouais. Alors on sait que le souci du Retina, lorsque le Retina est arrivé sur l'iPad 3 de mémoire chez Apple, il a fallu du temps pour que les applications, qu'un certain nombre d'applications tirent parti du Retina. Qu'en est-il du côté d'Android notamment? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que lorsque l'iPad 3 de mémoire est arrivé dans le monde Apple, il a fallu un certain temps pour que les applications tirent parti de la résolution Retina. Qu'en est-il de ton côté? Est-ce que les développeurs s'y sont mis aussi? Alors, sur Android, la conception des applications est très différente. On n'a pas une application, on n'a pas un écran par taille d'écran. Ou par définition d'écran, on a des applications qui vont s'adapter à la largeur de la page. Du coup, des applications qui vont par exemple être adaptées pour des écrans 1080p ou 720p sur des smartphones fonctionnent très bien sur les très grosses définitions des tablettes. Johan, je te sens pas trop d'accord. Non, je suis pas d'accord avec Florence là-dessus. Je trouve que c'est vraiment. Ulrich, Florence. Non, mais et Florence aussi sur le Retina. Plus globalement, je trouve que l'arrivée, elle est logique, l'arrivée du Retina sur l'iPad mini. Tout le monde l'attendait. Mais pour moi, le fait de le rendre obligatoire ou le fait qu'il ne l'aurait pas mis, ça aurait été ridicule, je suis pas d'accord, c'est un truc de journaliste. Honnêtement, le Retina, quand sa première tablette, c'est un iPad mini, on a hésité depuis le temps parce qu'on trouvait ça grand, on avait envie de le balader partout. La première tablette, c'est l'iPad mini, la première génération. Personne n'aurait tilté sur le fait que ça bavait un petit peu, c'était un petit peu... Personne n'a jamais fait cette remarque-là. Voilà. Alors, évidemment, c'était logique de passer au Retina, c'est très beau. On était victime du marketing d'Apple. Bien sûr, c'est très beau. Mais les personnes qui avaient un point de comparaison au Retina, c'est les personnes qui avaient déjà un iPad soit 3 ou 4, donc qui avaient un iPad récent. Ça m'étonnerait que les gens achètent chaque année ou dans les 12 derniers mois 2 tablettes Apple à ce prix-là. Alors tu parlais de l'iPad mini de première génération auparavant. Il y a un revirement stratégique majeur là, avec l'arrivée de l'iPad mini Retina, c'est que c'est plus entre guillemets un iPad entre guillemets au rabais, c'est-à-dire qu'il est équipé des composants d'ancienne génération. L'iPad mini première génération était équipé des composants de l'iPad 2. Là, on dispose des mêmes composants que la génération de l'iPad Air, hein, donc la puissance 7, le coprocesseur M7. Alors, pourquoi ce revirement stratégique? Comment on peut expliquer ce nouveau positionnement marketing? Surtout qu'il va pousser la tablette à la hausse en termes de prix. Ouais, c'est le gros point noir. Je trouve que la plus grosse surprise sur l'iPad mini, c'était pas l'écran Retina, c'est le fait que le prix soit plus fort. Ouais. Il était plus cher déjà que la concurrence, mais la qualité de fabrication justifiait de mettre un peu plus cher. Il était plus cher que la concurrence et 339 €, c'était un prix un peu bizarre. On aurait bien aimé quelque chose en dessous de 300 €. Mais maintenant, 399 €, on est encore dans un prix qui est vraiment très élevé. On est obligé de comparer, même si c'est difficilement comparable en termes d'OS et sur beaucoup de points, on est obligé de comparer avec la concurrence et il faut quand même reconnaître, la concurrence fait bien moins cher, deux fois, parfois 3 fois moins cher sur les mêmes capacités de stockage et sur une même gamme de prix. Donc on va comparer, regarde, on a préparé une petite grille de prix, d'abord avec l'iPad mini comparé aux différents modèles. Donc vous avez un modèle 16 Go à 399 €, un modèle à 32 Go à 489 €, 64 Go à 585 € et 128 Go à 675 €. Donc c'est assez cher. Et si on le compare maintenant, elle est là, Android alors on demandait encore une fois à Ulrich de nous faire une petite
sélection. On voit en entrée de gamme à 229 € le Nexus 7. Effectivement, ça fait mal, c'est presque quasiment la moitié du prix. À 299 €, une nouvelle venue, tu vas nous en parler Ulrich, la LG Pad 8.3 et en haut de gamme. Et puis, vous avez la 299 €, on y arrive. L'iPad mini première génération qui essaie quand même de limiter les dégâts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et à 399 € l'iPad mini Retina. Vos réactions, comment aujourd'hui on peut justifier de tels écarts de prix? On pourrait peut-être mettre, ou alors simplement dire Google ne veut pas marger et ne gagne pas d'argent aujourd'hui sur le Nexus 7. Sur le marché des tablettes 7 pouces, il s'est passé quelque chose. Ça s'appelle Amazon. Ouais. Amazon a fait mal Apple. C'est bien sûr, c'est relatif. En tout cas, a fait mal à Apple aux États-Unis. Amazon a réussi à vendre des millions de tablettes. C'était le premier fabricant de tablettes à commencer à faire un peu trembler Apple, j'ai envie de dire. Et du coup, ça a fait mal au marché, ça a fait baisser les prix. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de la Nexus avec la collaboration entre Google et Asus qui a fait encore plus mal au marché. Et du coup, Amazon n'a même pas réussi à décoller en Europe. Et pour le coup, c'est la Nexus 7 qui s'est très bien vendue. Et derrière, il y a plein de gens qui sont arrivés comme Kobo. Il y a également Asus qui a sorti toute une gamme de tablettes 7 pouces. Et c'est un marché qui fonctionne très bien chez Android. Encore une fois, Tim Cook, Monsieur X le martèle, la part de marché de l'Interespace qui veut, lui, c'est gagner de l'argent, de la marge, on l'a bien compris, avec des produits plutôt premium. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché pour des produits premium sur les tablettes où il y a un risque pour que le produit se banalise et que les gens ne soient plus forcément d'accord pour mettre un peu plus de sous concrètement, même si la qualité de fabrication et l'expérience utilisateur est supérieure? Il y a un danger quand même, Monsieur X. Moi, je pense qu'il y a un vrai danger, et le danger, il vient exactement d'où Ulrich le disait, c'est-à-dire d'Amazon. On sait que la force d'Apple, c'est, une fois de plus, l'intégration matérielle, logiciel, et puis surtout l'écosystème. Et l'écosystème sur les tablettes, il est encore plus important que sur un ordinateur. Pourquoi ? Parce que sur les tablettes, on ne peut pas s'en servir pour facilement aller mettre ses propres films, facilement aller mettre ses propres applis, sauf à pirater, hacker la tablette. Donc, pour pouvoir utiliser une tablette, on est quand même super dépendant du magasin auquel on va se connecter pour télécharger des médias et des nouveaux jeux. Ça va être iTunes, bien sûr, pour Apple, et puis ça va être chez Amazon, les stores d'Amazon. Or, pour moi, le vrai gros concurrent valable en termes d'intégration entre une tablette et un store de médias et d'applications super puissants, c'est Amazon. Et quand on voit effectivement la Kindle Fire HDX qui vient de sortir, on se demande ce qui reste aux grandes que sont les tablettes iPad. Donc le danger, il est vraiment de là. Et à mon avis, c'est là qu'Apple souffre et c'est là qu'ils vont encore plus souffrir. Oui, surtout que Johan, Amazon n'a aucune ambition de gagner de l'argent sur la vente de la tablette. C'est la stratégie Gillette, on vous file presque gratuitement la tablette. L'objectif, c'est de vendre le contenu. Complètement. Il y a deux choses sur ce point à ajouter. La première, c'est qu'il y a même eu des rumeurs comme quoi, à un moment donné, s'ils lançaient un smartphone, ils allaient le lancer gratuitement. Donc on peut penser au même modèle pour les tablettes. Ils sont pas prêts de le faire, ils ont réfuté cette information. Pourquoi ? Parce que c'est le contenu qui les intéresse, c'est là-dessus qu'ils vont gagner de l'argent. Et l'autre point, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que Amazon, encore une fois, ça marche beaucoup, ce que disait Ulrich, ça marche beaucoup aux US. En Europe, c'est très relatif. Amazon, ça marche surtout beaucoup sur la boutique en ligne, très peu sur le VPC, en gros. Il y a un petit nouveau qui va arriver au cours du mois de novembre qu'il ne faut pas oublier, je pense. Il ne va pas forcément faire de l'ombre à l'iPad mini, mais il ne faut pas l'oublier dans le paysage des tablettes, c'est Windows 8 et qui va enfin débarquer sur les petits formats en 8 pouces. Qui est absent aujourd'hui sur le 8 pouces. Et là, qui va arriver chez Toshiba, la tablette Encore, qui va être commercialisée à 329 €. Ouais. Donc il a aussi... également la Lenovo Mix2 qui est aussi à 299 €. Ouais, donc les prix vont aller à la baisse aussi du côté de Windows qui était plutôt positionné sur des grands écrans. Et puis pour terminer, concernant l'iPad mini, l'inconnu, on le disait en préambule, on ne sait pas quand est-ce que cette tablette va arriver. Courant novembre. Ouais, on est à 2 mois de Noël. Monsieur, est-ce qu'Apple ne joue pas un peu avec le feu de sortir des tablettes aussi tard dans le calendrier par rapport au... On sait que le trimestre de Noël est un trimestre vital pour Apple. Ils ne peuvent pas se permettre de ce qui s'est passé l'année dernière avec l'iMac, qui est arrivé quasiment au mois de janvier, d'arriver avant les fêtes. Bon, alors, sortir des produits tard dans le trimestre de Noël, c'est toujours un problème en termes de négociation avec la distribution en tierce partie. Par exemple, la Fnac
en France. Maintenant, Apple est de moins en moins dépendant de la distribution tierce partie, comme la Fnac. Leurs premiers vendeurs, y compris en France, ce sont les Apple Store et l'Apple Store en ligne. Ouais. Deux, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait de stratégie ou de tactique. Je pense qu'ils auraient aimé le sortir plus tôt, mais qu'ils n'en ont peut-être pas été capables. Et puis le sortir. Les composants n'étaient pas forcément disponibles, c'est ça que tu veux dire. Et puis Ouais, et puis en plus, ça aurait sans doute cannibalisé l'annonce de l'iPhone 5S et 5C, et Apple avait besoin de ce double temps là pour essayer de monopoliser la parole. Donc sincèrement, à mon avis, ils ont fait ce qu'ils ont pu en termes de je sais le fabriquer et je cannibalise pas l'annonce sur les iPhones pour le sortir là. Oui, c'est un petit peu tard. Maintenant, on a eu cette discussion. Souviens-toi, Olivier, à propos de l'iPhone, en disant « c'est tard pour négocier avec la distribution. Ils vont en vendre moins que le 5. » Et ils en ont vendu, avec l'iPhone 5S en tous les cas, encore beaucoup plus que le 5. Donc on avait oublié un truc qui reste fondamental chez Apple, c'est l'attractivité de la marque auprès des consommateurs. On la sous-estime beaucoup. Ça va faire prendre, on la sous-estime, ça va faire prendre, quoi qu'il arrive, même si on est tard dans le calendrier, déjà des approvisionnements, ça va faire prendre des grosses commandes à la distribution tierce partie, parce qu'ils auraient peur qu'un client arrive et dise « je veux un iPad » et qu'il n'en ait pas en stock par frilosité. Donc, écoute, ça va marcher globalement. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'iPad Air, sincèrement, même s'il est cher, mais ça c'est Apple, est un sublime produit. Oui, on est d'accord. Concernant les ventes de l'iPad, on va être encore obligé d'être un peu négatif, puisqu'on dit qu'on est vendu à Apple. Donc on se fait plaisir, on va essayer d'être négatif tout le long de l'émission ce soir, comme ça on ne nous appellera pas comme étant vendu à Apple. Oui, on défait le Mac ce soir. Les ventes d'iPad, elles sont connues, notamment pour le 4e trimestre 2013. Apple a publié ses résultats cette semaine. Concrètement, l'iPad ne progresse plus aussi de manière majeure qu'auparavant. Les ventes sont flat. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui ? On voit qu'il faut quand même doper ces ventes, parce que si on le compare avec les trimestres précédents, la progression était beaucoup plus importante. On regardait les années précédentes. Si on peut le passer en gros plan, d'une année sur l'autre, entre 2010 et 2012, les ventes étaient multipliées par 3. Là, ça augmente presque de 100 000 exemplaires entre l'année dernière et cette année. La concurrence est sévère en ce moment, on est d'accord. C'est la principale explication. Pour le coup, Apple ne peut pas le nier, la concurrence elle est présente, elle est féroce et elle est vraiment moins chère pour le coup. La bonne surprise par contre, Johan, c'est les ventes d'iPhone. Alors là par contre, ils ont déjoué tous les pronostics. On s'attendait à quand même un début un petit peu difficile parce que tout le monde dit que l'iPhone 5C ne se vend pas bien. Les ventes sont plutôt bonnes, plus 8,19% par rapport au trimestre de l'année dernière. Les ventes sont passées de 26,9 millions à 33,8 millions d'exemplaires. Pour le moment, Apple est dans les clous. Ouais, et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde a tensé l'iPhone 5 en disant qu'il ne se vendrait pas, parce que la seule chose qui changeait, c'était son écran plus grand. Il s'en est vraiment vendu des pelletés, ça marche très très bien. Et il faut aussi préciser que ce trimestre, il est un peu particulier, celui qui vient d'être annoncé, parce que les résultats ont été clos à la fin du mois de septembre. Or, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C ont été commercialisés le 20 septembre, donc ça ne leur a laissé que 10 jours. C'est une vraie surprise, ces chiffres-là, parce que ça concerne, tu l'as dit, plutôt l'iPhone 5, l'iPhone 4S et l'iPhone 4. Donc c'est la Chine qui commence à arrêter un petit peu. Et le dernier trimestre de l'année devrait augure vraiment des résultats de vente vraiment exceptionnels pour l'iPhone. Ouais, surtout qu'il y a encore un relais de croissance, Florent, je crois. On a vu que Apple surperforme dans les pays asiatiques, notamment au Japon, mais qu'en Chine, il y a encore tout à faire. Tout à fait. Ça y est, ils ont réussi à rentrer au Japon, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps, parce que les Japonais étaient plus habitués à des appareils avec clavier, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est le principal opérateur japonais aujourd'hui. Et puis ça y est, c'est fait. Et maintenant, il reste l'énorme marché chinois qui est encore très petit pour Apple et qui devrait arriver. Alors ça va passer par un accord avec China Mobile qui est numéro 1, opérateur numéro 1 là-bas. Et à partir de là, ils vont dérouler, quoi. Ça va être, ça risque d'être un relais de croissance assez énorme pour eux. Je pense que même d'ici quelques années, ça va être le marché numéro 1. Enfin, même pas d'ici quelques années, on peut même dire s'ils arrivent à signer avec China Mobile dans les mois qui viennent. Ils commencent à faire des keynotes spéciales en Chine. Ils vont avoir plus 80% de croissance, rien qu'avec eux. Ils pourront faire la keynote et lancer les produits d'abord en Chine avant les États-Unis. Et c'est vrai que l'iPhone 5C, on s'attendait à ce qu'il soit moins cher, notamment pour ce marché asiatique. Et on a l'impression que le retour, pour le moment,
Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais pour le moment, il est pas forcément. Le marché penche pas forcément en faveur du 5C, mais plutôt en faveur du 5C. Il faut qu'il soit disponible, en fait. Voilà, il n'était pas forcément disponible partout et chez tous les opérateurs en Chine. On va voir, on aura les chiffres au fur et à mesure dans cette émission. La mauvaise nouvelle, Monsieur X, par contre, c'est les ventes de Mac qui souffrent, moins 6,56%. C'est dur à dire par rapport au trimestre de l'année dernière. Elles sont passées de 4,9 à 4,6 millions. Apple aurait vendu cette année un total de 16,3 millions, soit une baisse de près de 10% cette année. C'est dur pour le Mac. Comment on peut expliquer encore une fois cette contre-performance du Mac alors que jusqu'à maintenant, depuis 2003, le Mac était en progression constante, Monsieur X? Contre-performance du Mac, il faut attendre un petit peu et puis voir sur la même période les chiffres de progression des ventes de PC. Je pense que les PC, la vente de PC au global décroît 3 fois plus vite que la vente de Mac. Donc c'est une baisse relative par rapport au PC, mais ça traduit une chose, le changement d'usage. Les gens vont vers la tablette et oui, on est déjà bien avancé dans la cannibalisation des PC au sens large, un Mac compris, par les tablettes, comme deuxième ordinateur de la maison, ça c'est sûr, voire comme premier ordinateur pour des gens qui n'ont pas un usage du PC ou du Mac productiviste. Ça c'est le premier truc, changement de monde, changement d'usage. Et puis le deuxième truc, Apple fait rien pour développer les ventes du Mac. Allô, voilà, je veux dire, ils sont super contents d'annoncer 98% de part de marché dans les PC à plus de 1000 $, mais quand déjà tous les ans, comme moi, tu dépenses 800 € dans ton nouvel iPhone, après il ne te reste pas grand-chose pour t'acheter un Mac. Donc le Mac est moins la priorité. Et comme les salaires n'augmentent pas, mon pauvre monsieur, on choisit iPhone. Alors, donc le Mac, on ne le change plus que tous les 5 ans. Et Ulrich, de ton côté, tu es d'accord avec l'analyse de Monsieur X aujourd'hui? Le Mac, certes, les ventes baissent, mais peut-être c'est aussi le cas du côté du monde Windows. Le monde Windows, il est en baisse depuis plusieurs années, comme l'a dit Mr X. Il n'y a que Lenovo qui arrive à prendre des parts de marché aujourd'hui parce qu'ils ont une stratégie très agressive. Mais ce qui se passe sur le monde de Windows, c'est que la transition vers la tablette a déjà été entamée grâce à Windows 8. Il ne se pose pas de question s'il faut migrer de l'un vers l'autre, il fusionne les deux. Allez, voilà. On a des bouleversements dans les catégories de produits. On a l'apparition, je parlais des produits 2 en 1, qu'on appelle les produits hybrides, qui sont en train de vraiment gonfler. On a également les ultrabooks qui se tassent, mais qui résistent pas mal, et qui, pareil, deviennent tactiles. Du coup, difficile vraiment de savoir si le PC va disparaître. Quelle sera la vision demain, hein? On sera vraiment si le PC va devenir la camionnette chère à Steve Jobs ou pas, ou va continuer à rester dans les foyers, pas simplement un objet utilitaire. Alors, ce qui a vraiment fait débat cette semaine pour conclure cette émission, c'est les résultats financiers en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Le chiffre d'affaires, regardez, il progresse quand même cette année de 6,16%. Il passe de 36 à 37,5 milliards de dollars. Ça reste une troisième baisse consécutive. Et les bénéfices, elles, sont en baisse, moins 8,54%, 700 millions de dollars de moins quand même, c'est pas rien. La chute atteint 11,9% sur l'année par rapport à 2012. C'est la première fois en 11 ans que le bénéfice annuel est en baisse. Une réaction, est-ce que vraiment on est à un tournant de l'histoire d'Apple aujourd'hui? C'est des résultats qui sont un petit peu en demi-teinte cette semaine. Pourquoi? Parce que en effet le bénéfice est en baisse. C'est la première fois depuis 11 ans que ça arrive à Apple, donc ça pourrait être alarmant pour la marque, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on reste sur des valeurs qui sont monstrueusement élevées. Ce sont des chiffres qui sont faramineux. N'importe quelle autre entreprise du secteur technologique rêverait d'avoir des résultats aussi impressionnants. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des attentes qui sont très élevées vis-à-vis d'Apple et de la marque, et que du coup, quand les résultats sont un petit peu en demi-teinte, comme c'est le cas pour ce trimestre-là, forcément, les analyses sont un petit peu déçues. Surtout que, bon, certes, c'est la première fois que le bénéfice baisse depuis 11 ans, mais ça reste quand même l'un des plus forts bénéfices de l'histoire d'Apple. Oui, il n'y a pas de feu au lac. Enfin, voilà, il faut quand même savoir raison garder, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, c'est un petit peu moins bien, mais les chiffres sont tellement vertigineux que voilà. Ouais. Après, c'est sûr que quand on compare à la progression de Samsung, par exemple, voilà, ils peuvent commencer à s'inquiéter et à se dire il va falloir quand même faire un peu gaffe. Mais honnêtement, là, ils jouent sur du velours pour l'instant encore. Hein. Ce qu'on a l'impression à l'instant T aujourd'hui, c'est que le vrai ennemi d'Apple, c'est un ennemi intérieur, c'est les actionnaires qui veulent faire des bénéfices monstrueux et c'est jamais assez.
Et Google ou Amazon, ils ont bien compris qu'il fallait pas attaquer le géant sur ce terrain pour percer. Pour conclure, Monsieur X, une inquiétude particulière justement par rapport à la prise en main des actionnaires ou au contraire, il faut être patient et peut-être voir Apple arriver sur de nouveaux marchés. Elle est là la croissance, arriver sur de nouveaux marchés. Alors, je suis pas vraiment actionnaire d'Apple ou plus vraiment, donc je suis pas angoissé. Mais si, imaginons que je sois à la tête de 3000 actions Apple, non, je dormirais, mais alors vraiment très très bien. Apple, avec ses résultats, annonce encore un dividende trimestriel de $3 par action. C'est quand même hyper confort. Tim Cook a déclaré qu'il avait discuté avec cet investisseur qui s'appelle Monsieur Ican et qu'il allait se mettre d'accord avec lui et qu'il allait encore racheter pour $60 milliards supplémentaires d'actions. Ça va artificiellement gonfler le cours de l'action avec ce buyback jusqu'à $700. Et puis quand on regarde, alors Rodrigo le dira mieux que moi, les fondamentaux de l'entreprise, l'action Apple est sous-évaluée. La seule chose qui la pénalise, c'est que quand les analystes vont voir Jeff Bezos chez Amazon, il leur donne la stratégie de l'entreprise sur les 3-5 ans à venir. Donc les analystes peuvent se prononcer sur le futur. Chez Apple, les analystes ne peuvent pas se prononcer sur le futur. Ils suivent la keynote en direct avec nous. Voilà. Ils suivent la keynote et il y a vraiment une question de relation de confiance avec le CEO puisqu'ils ne communiquent pas leur roadmap et ils avaient plus confiance évidemment en Steve qu'en Tim. Mais les fondamentaux sont là, l'action est sous-évaluée, ils vont en racheter, les résultats sont exceptionnels même s'il y a une baisse ce trimestre. Moi je crois qu'il y en a encore pour un paquet de temps. Hein. En tout cas pour rassurer les actionnaires, il faudrait que peut-être qu'Apple sorte de nouveaux produits. On sait que Tim Cook a promis des lancements dans l'année qui vient. On pense à la montre connectée, on pense à la télé d'Apple chère à Cédric. On va voir, on va être comptable avec Riette en fait le Mac. On espère tous que Apple sorte un petit peu des sentiers battus et trouve des relais de croissance qui seront sans doute un terrain pour rassurer les actionnaires. On ne sait pas si les actionnaires vont gagner de l'argent, mais nous, on vous propose de remporter des housses tout de suite dans le concours. Notre partenaire Beezy vous propose de remporter l'une des 10 housses Le Littoral Folio pour iPad mini en répondant à cette question. En combien de couleurs est disponible la housse Le Littoral Folio pour iPad mini de Beezy? Donnez votre réponse par Twitter en l'associant à l'hashtag ORLMBeezy, ORLMBEEZ. Bonne chance! N'hésitez pas, 10 housses sont à remporter offerts par notre partenaire Beezy. Et tout de suite, c'est l'heure des coups de cœur. Les coups de cœur, on commence ensuite par Monsieur X. Quel est votre coup de cœur ce soir? Alors, moi j'ai un coup de cœur, un coup de gueule. Hein, c'est, comme je te l'ai dit, un peu ma forme du moment. Le coup de cœur, il tourne autour d'un produit dont on a parlé dans l'émission, qui est la Kindle Fire HDX. Donc, cette nouvelle tablette d'Amazon. Alors, c'est pas le produit en tant que tel qui m'intéresse, mais c'est une fonctionnalité très particulière qui est disponible aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est disponible avec le HDX en France, et qui est ce qu'on appelle le bouton SOS ou Mayday Button en anglais dans le texte. Ça sert à quoi? C'est tout simple. J'utilise la tablette, j'ai un problème. Vous avez un petit bouton permanent qui est signalé sur l'écran de la tablette de chez Amazon. Ouais. Vous cliquez dessus et vous rentrez en contact vidéo avec un agent de l'assistance. Ouais. C'est toute beauté, monsieur. Moi, ce que j'aime dans cette fonctionnalité, même si elle doit coûter extrêmement cher à Amazon, hein, parce qu'avoir des agents qui attendent pour faire un vidéo chat, ce que j'aime dans cette fonctionnalité, c'est que c'est la première fois à cette échelle-là que le chat vidéo est généralisé et utilisé pour faire du service client. Donc, je comprends pas bien le pourquoi d'Amazon, mais je le salue avec ce produit et je pense que c'est une vraie avancée en termes de qualité de service, et une fois de plus, ça rajoute à la beauté de ce produit et à l'espèce de coin qu'Amazon essaye d'enfoncer dans le marché de l'iPad. Et puis mon coup de gueule, très rapidement, c'est assez simple. Ça fait quand même plus d'un mois que je suis, on est bien en 2013, hein, sans Internet chez moi à la maison. Voilà, donc je suis chez un opérateur qui est Numéricable. Je leur en veux pas plus qu'à un autre. La seule chose que je leur reproche, c'est qu'après un mois, ils sont toujours pas capables de me dire pourquoi j'ai une panne, alors qu'ils admettent qu'elle est chez eux, et j'ai pas de date de réparation. Voilà. Et en 2013, en termes de service client, je sais un peu de quoi je parle. Ce qui est important, c'est pas forcément de réparer le problème tout de suite, c'est de ne pas faire, entre guillemets, de mensonges par omission à ses clients, et au moins de leur dire
monsieur le client, on est dans la panade, ça va peut-être durer 15 jours et 3 semaines, et voilà comment on va vous accompagner. Je n'ai rien de tout ça de la part de Numéricable. On dirait en termes d'attitude un support des années 80. Ne disons rien de peur que ça fasse du bruit. Et puis, bien sûr, je reçois ma facture en fin de mois, et là, je paye plein pot. Donc, je vous dis, Numéricable, je suis désolé, mais après 12 ans de fidélité, je suis en train de partir. Voilà, et j'ai rendez-vous à 13h demain chez un nouvel opérateur pour rendre votre produit, et je le déplore beaucoup parce que j'aimais bien votre box. Adieu! Ouais, ce qui s'appelle se faire tailler un costard. Du coup, monsieur X est obligé d'enregistrer l'émission au bureau, et à partir d'une certaine heure, on coupe la lumière, ce qui explique la différence de luminosité chez monsieur X. Merci, monsieur X. Fanny, de ton côté, quel est ton coup de cœur ce soir? Il n'y a pas Rodrigo, j'en profite, j'ai plusieurs coups de cœur. Chouette. Ouais, t'es content. Hein. Donc, non, le premier, c'est la Paris Games Week. Vous avez encore tout le week-end pour aller voir les jeux vidéo Porte de Versailles. Et entre autres, un de mes coups de cœur de ce salon, bien évidemment, qui est sorti cette semaine, c'est Assassin's Creed Black Flag, qui est un super opus. Je vous le conseille plutôt sur PlayStation, et j'attendrai même la PlayStation 4 si vous étiez un peu patient et que vous comptez avoir la nouvelle console, parce que ça va être des plans, Fanny? Top. Non, j'ai pas des plans, mais désolé. Mais voilà, c'est vraiment très très beau, et ça vaut le détour. Mes autres coups de cœur, alors c'est du stylet. Alors ça, voilà, je vous montre ça. C'est l'Intuos Creative Stylus de Wacom. Et c'est un petit stylet pour iPad. Ça a 2048 niveaux de pression et ça fonctionne en Bluetooth 4.0. Tu peux le redire sans la fiche, Fanny, s'il te plaît? Oh non. Non, parce que c'est compliqué de dire 2048 sans lire, excuse-moi. Non, ça fait 25 grammes et ça va coûter dans les 110 €, je sais, mais c'est pour les graphistes, entre autres, comme moi, qui m'ont bien dessiné, avec justement un stylet normal. C'est pas possible. Avec le doigt, c'est bof. Et là, avec 2048 niveaux de pression sans regarder la fiche, ça marche très bien. Voilà. Et l'autre truc, le dernier coup de cœur, c'est que pour les enfants aussi, vous pouvez dessiner sur les tablettes. Super. Et pas que les iPads, aussi sur les tablettes. Ils ont des mains géantes. Ouais, ils ont Non, regarde, il est là dans ma boîte, là, de ce côté-là. Ça coûte 20 €. C'est pour les petits, c'est vachement bien. Une chose est sûre, Fanny, si tu veux confier ton iPad à tes enfants, indispensable, penser à la housse, parce qu'au prix où sont les tablettes, en tout cas celles d'Apple, il vaut mieux les protéger. Voilà, du coup, la semaine dernière, d'ailleurs. Oui, merci Fanny. Du côté d'Ulrich, quel est ton coup de cœur ce soir? C'est un bracelet connecté. C'est pas un bracelet pour faire du sport, c'est un peu différent. C'est un bracelet qui va relier deux personnes. Donc on achète deux bracelets, on va donner le bracelet à sa moitié, par exemple. Et l'idée, c'est en particulier pour les relations à longue distance, c'est pouvoir transmettre des émotions et surtout transmettre du toucher. Il suffirait qu'il y en ait un qui caresse le bracelet pour qu'il y ait des vibrations qui soient ressenties sur l'autre bracelet. C'est un peu comme si on envoyait un petit texto, mais sans, je vois très bien, je vois très bien. Et ça s'appelle comment? Ça va coûter combien cette plaisanterie? Ça s'appelle Bond. Et Bond, par contre, il y a une deuxième fonctionnalité qui est très intéressante. C'est qu'on va pouvoir mettre le bracelet en mode partage, et là on va pouvoir partager ses émotions dans le monde entier. Il suffirait d'appuyer 1 seconde pour partager une émotion négative, ou 5 secondes pour partager une émotion positive. Tu veux dire que tu les partager avec la terre entière, mais sexy Skype avec ton engin, c'est ça? Voilà, l'idée c'est de créer une carte de chaleur émotive. Waouh! Il est chaud ce soir, il est tout rouge, il est chaud ce soir. D'accord, et ta femme est au courant, Ulrich? Non, mais c'est plutôt un plan. Un plan, oui, je ne te fais pas dire. C'est un bon plan. Et ça va coûter combien ton bon plan? Non, ça va coûter à peu près 100-150 € les deux bracelets, mais c'est plutôt un outil marketing pour essayer de transmettre les émotions et essayer d'améliorer les expériences, par exemple dans des restaurants, en ayant, ou par exemple sur une application mobile, en essayant de transmettre l'émotion, la personnalité émotionnelle, l'attitude ou l'humeur. Sans besoin de taper et de transmettre manuellement ces émotions. Et moi, je vais transmettre mes émotions à Florence. Quel est ton coup de cœur, Florence? Alors, mon coup de cœur ce soir, c'est la nouvelle petite enceinte mobile de chez Jawbone, qui s'appelle la Mini Jambox. Extra plate. Oui, elle est super petite, elle est super mignonne. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vachement bien finie, quoi. C'est en métal, il y a plein de couleurs différentes, c'est assez joli. Et voilà, on la prend avec soi, on la balade partout, quand on va pique-niquer, quand on va pour une soirée, on la met là où on veut. Enfin, voilà, et le son, malgré la finesse,
est au rendez-vous. Et bon, c'est pas exceptionnel, il ne faut pas rêver non plus. Mais les basses sont assez étonnantes. Oui, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ça reste assez neutre, quoi. Ils ne sont pas allés à fond non plus dans les basses ou les choses comme ça. C'est adapté à peu près tous les types de musique. Par donc contre, ça, ils sont un peu lâchés sur le prix quand même. Par contre, le prix, ils se sont bien lâchés, 179 € je crois de mémoire. 199 même. Ouais. Johan, de ton côté, quelles sont tes émotions? Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule ce soir? Non, ça va être un coup de gueule. C'est un petit coup de gueule parce que je trouve qu'Apple s'est vraiment, avec le temps, lâché ou n'a pas réussi à suivre au niveau des accessoires. Et aujourd'hui, on parle des iPads et je trouve ça vraiment dommage que pour l'iPad, on n'ait pas un vrai clavier sur lequel on pourrait taper un texte complet, quelque chose de vraiment utile. Un vrai clavier physique, mais un vrai clavier physique, léger, enfin ils savent faire, on sait qu'ils savent le faire. Les accessoiristes le proposent aujourd'hui. Les accessoiristes le proposent aussi, mais on connaît aussi la finition Apple et je trouve que ça manque aujourd'hui et dans les boutiques et sur l'Apple Store. Et moi j'aimerais bien aussi un outil qui me permettrait de poser simplement mon iPad en même temps que je tape. Donc je pense à un dock sur lequel je brancherais mon iPad et je pourrais directement taper mon texte. Je voudrais une surface en clair, c'est ça? Non, parce que c'est pas tout à fait le même usage non plus. Puis je voudrais que ça marche aussi sur mon iPad, pas sur Windows. Bon, écoute, je vais te donner le Twitter de Tim Cook et tu vas lui envoyer un petit message. Hein, de mon côté, c'est une enceinte. Moi, j'aime bien le son, vous le savez. C'est la dernière enceinte de chez Sonos. C'est la Play One. C'est une enceinte Wi-Fi qui permet donc de se connecter sans fil, diffuser le son de votre Mac, votre PC, votre iPhone, votre Android, de votre Windows. C'est totalement agnostique. C'est la dernière génération d'enceinte. Elle est plus compacte. Hein, c'est une enceinte mono. Elle permet donc de coûte un peu moins cher, 199 € quand même. Donc ça permet de faire vraiment, c'est la spécialité de la marque. Moi j'aime beaucoup de faire du multi-roam, donc dans chaque pièce de la maison de mettre une enceinte, et puis surtout celle-là, elle arrive à point nommé pour s'associer avec la barre de son du constructeur, de sorte que vous ayez en arrière de votre divan, de votre couch, un magnifique retour surround avec 2 enceintes couplées. C'est du bon matos, 199 €, c'est beaucoup mieux qu'AirPlay, croyez-moi, ça s'appelle Sonos. Et un petit coup de cœur également à un service propre à Sonos qui est compatible, c'est Qobuz, on les aime bien dans cette émission. Ils viennent de mettre à jour leur application, ils viennent de revoir leur grille tarifaire qui est beaucoup plus agressive. C'est le seul service de streaming du marché aujourd'hui à proposer une qualité CD. Je vous invite à l'essayer, ça vaut vraiment le retour. Il n'y a pas que Spotify, il n'y a pas que Deezer et iTunes dans la vie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 146e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Monsieur X chaque semaine dans son bureau sans éclairage et sur Twitter @TrueMrX. Bonsoir Monsieur X, vous retrouvez Fanny chaque semaine dans On refait le Mac et très bientôt dans une Fanny's Party, Fanny. Oui, toujours le 26 novembre, ça ne bouge pas, donc pour fêter les jeux vidéo. Soyez au rendez-vous, nous on sera au rendez-vous du côté de Frandroid. Des nouveautés bientôt, Ulrich. Les nouveautés, il y a beaucoup de produits à tester. Là pour le coup on est submergé par les produits, on en a une vingtaine, on les attend. Quant à Florence, vous la retrouvez tous les jours sur metronews.fr et aussi dans le quotidien papier et les applications mobiles pour toute l'actualité high-tech. On parle de high-tech, on parle de tout, pas que de Apple. Et merci de nous avoir apporté l'iPad Air. De rien. Tu reviens quand tu veux. Et de ton côté, merci. Johan, on te retrouve tous les jours sur Europe 1 et sur europe1.fr. Et oui, tous les jours sur europe1.fr/hightech. De toute façon, on va parler de tout. Pareil, pas que d'Apple. Cette semaine, on parle de la Paris Games Week. On va aussi publier une sélection de tablettes et bientôt les dossiers de Noël qui vont arriver. Alors, on va suivre ça avec intérêt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.